Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center de la Silver Economy en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site internet silver-economy-expo.com et bien sûr sur nos réseaux sociaux. J'ai le plaisir de recevoir en visioconférence évidemment Stéphane Corbin qui est directeur adjoint du CNSA. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, le SA de CNSA, c'est Solidarité pour l'autonomie. C'est sûr qu'en 2020, ça a une certaine résonance, hein, l'autonomie, une résonance particulière. Comment vous analysez la période qui s'est passée en fonction du grand âge? C'est une période, vous venez de le dire, qui est très difficile. Elle est difficile parce qu'elle était annoncée comme une année de promesse d'une grande réforme. Et elle a été cette année très, comme pour l'ensemble de la population, mais très dure pour les personnes les plus fragiles, que ce soit les personnes en établissement ou au domicile. Vous le savez, tout le monde le sait, les personnes âgées, notamment de plus de 75 ans, sont les premières victimes de la Covid. Et donc, pour nous, ça a été à la fois la nécessité de réorienter notre action, de dégager aussi des moyens supplémentaires pour que les personnes au contact des personnes âgées puissent bénéficier des moyens nécessaires. Donc oui, une année bien singulière et en tout point difficile, et qui montre à quel point il est important de prendre soin, notamment des personnes les plus fragiles, les personnes âgées ou les personnes handicapées, et où finalement, euh, il n'a jamais été autant justifié qu'il y ait une caisse nationale pour s'occuper de cette population. Exact. Et est-ce que vous sentez malgré tout qu'il y a eu une prise de conscience de la population, des gens, pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, un peu plus cette année, y Oui, compris pour les soignants? il me semble qu'il y a eu dans la gestion de cette crise, dans un premier temps, peut-être pas suffisamment de visibilité, notamment de ce qui se passait dans les établissements et encore plus au domicile des personnes âgées qui se retrouvaient, du fait du premier confinement, terriblement isolées. Et au fur et à mesure, il me semble qu'il y a eu la prise de conscience, qu'on ne pouvait pas isoler qu'une partie de la population, au risque, bien sûr, de la protéger du virus, mais aussi de faire craindre pour cette même population d'autres risques très importants. Et puis, je vous l'ai dit, peut-être plus de visibilité des besoins dans les établissements, dans les EHPAD, auprès des services d'aide à domicile. Et enfin, une plus grande visibilité pour ceux qui s'occupent justement ces fameux métiers de l'autonomie dont on oubliait un peu l'existence et qui sont souvent assez mal payés, avec peu de reconnaissance. Donc, de ce point de vue-là, c'est sûrement une année très charnière. Euh, la CNSA est une jeune institution. Elle a été créée au moment où, enfin au lendemain plus exactement, de la canicule de 2003. Je pense que au lendemain de cette crise de la Covid, eh bien, la CNSA doit se renouveler, se réinventer. C'est le sens d'ailleurs de la loi organique qui a été votée au cœur de l'été, créant une cinquième branche de la sécurité sociale autour du risque autonomie. Et il me semble que effectivement les enjeux sont vraiment pour demain. Le mot autonomie, on a l'impression que c'est même maintenant un projet de société quand même, hein. On attend presque un New Deal parce que ça va toucher l'ensemble de notre vie dans tous les aspects en réalité. Alors là, je crois que vous touchez vraiment le point qui pour nous est le plus sensible et nous fait particulièrement plaisir. Encore très récemment, et dans le langage commun, on utilise souvent encore le terme de dépendance. De manière un peu plus pudique, nous avons souvent utilisé les actions ou les politiques de la perte d'autonomie. Et aujourd'hui, les parlementaires notamment ont eu un débat tout à fait intéressant au mois de juillet sur le sujet, c'est comment on devait appeler ce risque.
eh bien, ou cette branche de la sécurité sociale. Le choix a été fait de l'autonomie ou du soutien à l'autonomie, ce qui donne, et vous avez raison de le souligner, une dimension bien plus importante, puisqu'il s'agit non plus de gérer les pertes de capacité, mais de s'appuyer sur les capacités, sur les personnes, quelle que soit leur fragilité ou justement la restriction de leur autonomie. Et c'est vraiment de permettre que dans la société de demain, il y ait une place pour tout le monde. Et pour cela, par un accompagnement tout à fait adapté, eh bien, on peut vivre une société du vieillissement, puisque notre société va être marquée par un vieillissement de sa population et par la longévité, eh bien, de préparer cette nouvelle société qui s'annonce devant nous. Cette nouvelle société, c'est la fin des EHPAD, c'est mieux vivre son troisième âge, sa troisième vie chez soi. Cet changement de société, c'est surtout de faire que, comme le rappelle la présidente du Conseil, Marianne Monchamp, c'est de faire que les gens se sentent partout, quel que soit le parcours résidentiel, notamment celui qui marque la fin de la vie, ou en tous les cas les derniers âges de la vie, qu'ils se sentent partout chez eux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, véritablement, même si les établissements font des efforts considérables et grâce notamment à l'implication des équipes, des directeurs d'établissements pour qu'ils soient le plus domiciliaires, comme on dit. Mais on le sait, les personnes aujourd'hui qui sont en EHPAD ne souhaitaient pas aller en EHPAD. Et si vous interrogez les personnes âgées ou non âgées, s'ils souhaitent rentrer dans ce type d'établissement, eh bien, ce n'est pas forcément le cas. Donc, il faut réfléchir, non pas pour dire c'est la fin des établissements, parce qu'il faut aussi voir la nécessité quand même d'avoir une prise en charge peut-être plus collective et de type dans un établissement, pardon, mais il faut sûrement les revoir, faire en sorte que ce soit des lieux qui correspondent mieux aux aspirations des personnes âgées de demain, puisque cet objectif-là, c'est plutôt pour préparer justement la génération qui vient, celle qui va être plus nombreuse. Et on sait que nous ne pourrons pas imaginer une société avec une multiplication des EHPAD tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc, c'est l'organisation de ce que l'on appelle, nous, les parcours résidentiels, le développement de l'habitat inclusif, des formes d'habitat intermédiaire qui répondent mieux aux aspirations des personnes. Effectivement, j'aurais dû rajouter la fin des EHPAD tels qu'ils sont aujourd'hui, en fait. Effectivement, on va voir demain. Pour qu'il y ait un changement en France, parce qu'on est en France, il faut des lois. La loi grand âge et autonomie, le mot est lâché encore une fois. Anne, ma sœur Anne, je ne vois rien venir. L'année dernière, j'étais avec Marianne Monchamp, justement. On ne voit rien venir. Est-ce que vous êtes malgré tout confiant? Oui, le président de la République l'a rappelé encore récemment, la ministre Brigitte Bourguignon également. Il y a toujours cette ambition d'une loi grand âge et autonomie en 2021. Il faut bien reconnaître, et chacun le reconnaîtra facilement, qu'il était difficile en 2020 de mener un débat serein, d'imaginer des financements, alors que nous vivions une crise sans précédent qui touchait cette même population. Pour autant, la nécessité d'une loi, ou en tous les cas d'un mouvement important, d'une réforme importante, comme nous l'avons évoqué sur les EHPAD de demain, existe bien, avec bien sûr cette idée de concevoir des établissements différents, qui soient mieux armés aussi à accueillir des personnes avec des pathologies peut-être plus lourdes, ou avec aussi devoir faire face aux crises de notre société, que ce soit les crises sanitaires comme aujourd'hui, les crises climatiques, puisque un EHPAD doit aussi protéger de la chaleur les personnes âgées, enfin les établissements de demain. Donc on a bien des enjeux importants. Et puis l'autre enjeu dont le gouvernement a déjà tracé un peu les pistes, c'est celui de permettre que les personnes vivent le mieux possible et le plus longtemps possible chez elles.
Et donc, c'est ce que l'on appelle le virage domiciliaire, la nécessité de revoir le modèle des services d'aide à domicile, leur tarification, la rémunération de leur personnel. Alors, est-ce que tout ça nécessite une loi? Oui, sûrement, puisqu'on est en France, mais aussi parce que il y a beaucoup d'éléments qui relèvent de niveau législatif et réglementaire pour donner une impulsion. Il faut aussi des financements qui soient associés à cette loi. Parfois, les financements nécessitent aussi des choix courageux pour permettre qu'il y ait un bon équilibre entre ce qui relève de la solidarité nationale, et on voit qu'il y a une aspiration à ce qu'on couvre mieux par la solidarité nationale les besoins des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, et puis ce qui relève peut-être d'une autre forme de financement. Donc, beaucoup de sujets sont sur la table. Anne Massoran, je ne sais pas, mais oui, on peut, et les acteurs du secteur nous le disent depuis le démarrage de la mission confiée à Dominique Libaud, beaucoup de pistes sont sur la table. Et c'est des pistes importantes. Tout le monde a reconnu qu'il y avait de quoi, en tous les cas, nourrir des projets. Voilà, il faut maintenant sûrement trouver le bon espace pour pouvoir les porter. Je disais Anne Masseran parce que, encore une fois, on a des nouveaux rapports, on a des nouvelles personnes, des nouveaux comités. On a l'impression que ça repart comme au début, alors que 80% des acteurs quasiment étaient d'accord sur l'intégralité. C'est pour ça que c'est très frustrant finalement. Oui, oui, oui. Les attentes sont évidemment assez importantes. On peut comprendre la frustration. Je dirais que il n'a pas été rien fait malgré tout. Oui, bien sûr. Il y a des éléments que l'on retrouve d'ores et déjà, que ce soit dans le projet de loi de la sécurité sociale, et puis quelle belle promesse quand même d'avoir créé une 5e branche de la sécurité sociale. Je Bien ne dis sûr. pas que tout est aujourd'hui défini, ça serait vraiment vous mentir, mais il y a le cadre pour accueillir demain une vraie transformation de la politique de l'autonomie, et pour accueillir aussi potentiellement des financements nouveaux pour accompagner cette politique. Nous avons le Conseil de la CNSA a écrit chapitre prospectif justement sur le modèle de financement, et on voit bien que les financements sont pour aujourd'hui, notamment mieux accompagner les personnes, mieux rémunérer les professionnels, Oui, mais c'est sont ça. aussi surtout peut-être pour demain. Et donc c'est plutôt une trajectoire qu'il faut sentir venir, et j'espère que ça sera le cas dans les mois qui viennent. En tout cas, on vous sent optimiste. Si je comprends bien, l'une des belles équations à résoudre, c'est mieux payer, mieux rémunérer ceux qui travaillent et que ça coûte moins cher à celui qui l'utilise. Oui, mais alors vous voyez, en le disant, dans l'équation, il manque mais qui paie tout ça? C'est Et ça. Oui. donc, j'espère que c'est exactement ça, hein, d'ailleurs, vous avez tout à fait raison. Il y a deux grandes pistes qui ont été posées, et maintenant c'est l'heure des choix. Les premières, on va dire, dans un langage un peu économiste, c'est améliorer l'offre, c'est garantir l'offre, et pour cela, ça passe bien sûr par une qualité de service des prestations des établissements. La CNSA est pleinement mobilisée là-dessus, mais une meilleure aussi rémunération des professionnels pour mieux attirer les jeunes et les moins jeunes dans ce secteur d'activité, de faire en sorte que ce soit un secteur beaucoup plus attractif. Et puis l'autre enjeu, c'est celui de ce que l'on appelle le reste à charge pour les personnes. Aujourd'hui, en établissement, il y a un coût relativement élevé encore. Au domicile, le coût étant proportionné au nombre d'heures de prestations, il peut y avoir du non-recours. Donc, oui, il y a cet enjeu-là. Mais dans l'équation, eh bien, il y a où trouvons-nous L'argent. les moyens, et par Mm. quelle source de financement? C'est toujours effectivement la même question, mais on vous sent quand même optimiste. C'est ça qui est intéressant, malgré tout. Non, là, je suis mesurément optimiste. C'est peut-être passé l'âge de l'être un peu trop, mais en tous les cas, pour peut-être redire pour revenir sur votre première question, comment l'année a été pour la CNSA, c'est que on voit bien que le sujet est sur la table.
et que, quels que soient après les calendriers politiques qui sont très contraints, nous le savons bien, et quelles que soient les ressources qui, là aussi, sont très contraintes, il sera difficile de ne pas porter une politique ou en tous les cas une évolution de la politique de l'âge. C'est le souhait des personnes elles-mêmes, c'est le souhait des aidants aussi, ceux qui Oui, accompagnent, et on en est bien sûr. tous, je pense qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un qui, nos parents, nos beaux-parents, et c'est également le souhait des personnes directement concernées. C'est pour ça que je parlais aussi de New Deal tout à l'heure. Ça veut dire de l'emploi à venir, ça veut dire des formations, ça veut dire un nouveau mode de vie finalement. Oui, tout à fait. Effectivement. Et une société du vieillissement s'accompagne, de mon point de vue, de la société du prendre soin. Et finalement, alors que certains ont une vision un peu pessimiste d'une société vieillissante qui finalement s'étiolerait, moi je pense le contraire pour le coup, c'est que le prendre soin, le soin, comme dirait Cynthia Fleury, la philosophe, fait partie sûrement demain des missions régaliennes de l'État, mais même globalement de la société. Ce sera un très joli mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane Corbin. Fin de cette émission, édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economie avec un y-expo.com. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.